j'ai compris que j'étais un piètre manager. En fait, j'embarque les gens à l'énergie, par l'exemplarité. Si tu travailles avec moi, tu peux me copier sur certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui ont bossé avec moi, qui sont devenus entrepreneurs ou qui ont été recrutés chez Google à des grands postes. Enfin, c'est génial. Oui. Mais je réalise aujourd'hui que je ne suis pas un bon manager. Et je pense que c'est parce que je ne me connais pas assez. Voilà. Et du coup, à la faveur d'événements personnels pas forcément très heureux, j'ai été amenée à avoir une psy. Et je réalise à quel point c'est contre nature pour moi d'aller comme ça à l'intérieur. Et pourquoi je fais ci et pourquoi je fonctionne comme ça. Ça me coûte beaucoup parce que ça me fait partir dans le passé alors que je suis quelqu'un profondément ancré dans le présent. Mais pour autant, j'ai l'impression que ça m'aide à prendre de meilleures décisions. Ça m'aide à être plus à l'écoute, ce qui n'était pas du tout ma grande qualité. Donc oui, j'ai découvert très tardivement qu'il fallait se connaître et je développe une nouvelle passion pour ce sujet. Toi, tu en connais plus que moi. Merci de te confier comme ça parce qu'avec toute cette humilité de nous expliquer ton parcours là-dessus, c'est presque touchant. Bonjour, bienvenue dans Murmure de joie, un espace pour ralentir et écouter. Je suis Bintou Mariko. Ici, on explore la joie intérieure. Une joie juste, lucide, une joie qui nous guide. Aujourd'hui, je suis très heureuse de converser avec Catherine Barba, entrepreneure, investisseuse et une des pionnières du e-commerce en France. Elle a fondé et revendu plusieurs entreprises avant d'accompagner de nombreuses startups. Aujourd'hui, avec son école de vente Envie, qu'elle définit comme le collectif d'entrepreneurs qui remet la vente au milieu du village, elle accompagne avec son équipe aussi bien des entrepreneurs indépendants que des entreprises, et ceci dans une dynamique d'entraide. Bonne écoute! Bonjour Catherine! Bonjour Bintou! Merci d'être là, disons, c'est nous qui sommes chez toi, mais merci d'être dans Murmure de joie. Je suis très contente. Mais moi je suis ravie. En plus, on a un soleil magnifique, il fait beau. C'est tout nous, ça. Voilà. Ouais. Et toujours lumineuse, donc... Je te retourne le compliment. Merci. Alors, je vais commencer par une citation qui est « Au milieu de l'hiver, j'ai enfin appris, ou j'apprenais enfin, que j'ai en moi un été invincible. » Alors, Albert Camus. Albert Camus. Et je voulais savoir, pour commencer cet épisode, ce que ça évoque pour toi, cette citation. Qu'est-ce que ça... Mais au milieu de l'hiver, j'ai découvert qu'il y avait en moi un invincible été. C'est pour toujours Olivier Goy. C'est cet entrepreneur qui a la maladie de Charcot depuis 5 ans, qui est pour moi un modèle de courage, d'abnégation, de force. De lumière, oui, c'est vrai que dans ses yeux... On n'imagine pas ce qu'il traverse, ni sa famille, et pour autant, tout ce qu'il fait me ramène à l'humilité et à l'envie d'agir. Donc, merci Olivier, énorme respect. Et puis, ça me fait penser à Camus, dont je suis très fan, puisque je suis littéraire, et comme toi, et donc j'aime beaucoup la littérature d'Albert Camus. C'est vrai que c'est un exemple de extraordinaire de un respect infini pour lui. Oui, on pense à lui. Ouais. Et je voulais qu'on parle un peu de l'enfance, parce que souvent, dans Murmure de joie, on remonte à l'enfance. Et donc, ce chemin d'entrepreneur, est-ce que ça vient de l'enfance ou de l'adolescence? Qu'est-ce qui te mettait déjà en mouvement à ces âges-là? Oui, mais sûrement. D'ailleurs, j'ai eu une enfance très joyeuse. Tu vois, j'avais des parents aimants. Et je suis fille unique. Et je pense que ce sont eux qui m'ont transmis l'envie d'entreprendre. Bien sûr. Ils m'ont donné la confiance, ils m'ont donné la curiosité, l'amour inconditionnel. J'étais vernie. Et donc, probablement que ça a créé les conditions de l'audace, du faire. C'est l'énergie, l'amour, la confiance qui m'a été donnée et qui a fait de moi quelqu'un qui pense que tout est possible. Ils étaient aussi entrepreneurs? Pas du tout. Okay. Alors, pas du tout. Je ne savais même pas que c'était... Je n'avais pas de modèle d'entrepreneuriat dans ma famille. Donc, c'est vraiment la confiance et l'amour qu'ils t'ont donné qui finalement... Et la curiosité. Tu vois, ils m'ont poussée à l'étranger dès que j'avais 10 ans. J'allais dans des familles en Allemagne pendant 2 mois. Donc, ils étaient ouverts aussi. Bien sûr. Et ils n'étaient pas dans la peur, parce qu'on peut avoir peur d'envoyer... Pas du tout. Ils m'encourageaient à faire. Tu vois, et ça, c'est une chance. Oui.
parce que c'était aussi ma façon de les remercier et de les rendre fiers de moi que d'oser faire des choses nouvelles. Et ça m'a jamais quittée. Et donc, ce choix vers l'entrepreneuriat, ça a commencé à quel âge? Quand est-ce que tu as lancé ton premier projet? Parce que tu es quand même très créative, on en parlera. Non, mais il y a un truc que j'ai partagé sur LinkedIn. Tu sais, j'avais une rédaction qui date de CM2. J'ai 10 ans, tu regarderas, j'ai 10 ans en 1983, car oui, je suis jeune depuis très longtemps. Et en 83, je faisais une rédaction qui disait... quand je serai grande, je voudrais créer et diriger une société d'informatique. Waouh! Ah, d'informatique, c'était précis. Parce que c'est nouveau, l'informatique, ça va changer la vie des gens. Non, mais d'où ça sort, ça? T'avais déjà cette vision-là. Mais je ne sais pas. Incroyable. Et je pense que ça venait des discussions avec mes parents pendant les dîners. Ils avaient dû parler de Bill Gates. Il avait dû m'expliquer qu'un gars avait inventé des ordinateurs et que ça... Enfin, je devais trouver ça génial. Oui. Et donc, j'avais dit ça. D'accord. C'est drôle. Donc, ça... Mais après, l'envie était enfouie. J'ai dû oublier. J'ai fait des études. D'abord, je voulais être prof. C'est pour ça que je préparais Normal Sup. Et puis, comme j'ai raté Normal, après, je me suis retrouvée en école de commerce. Et là, je ne savais pas. Les années passées, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire comme boulot, quoi. Moi, je n'avais pas d'idée. Les entreprises ne m'attiraient pas tant que cela. Jusqu'au jour où j'ai croisé la route d'entrepreneur. Donc, c'est toujours la même chose. Pour répondre à ta question, et c'est probablement pareil pour toi, je te demanderais volontiers, c'est la chance des rencontres. Oui, c'est vrai. La chance des gens que tu croises et qui t'amènent là où tu pensais jamais aller. Tout à fait. Non, parce que ce que ça m'évoque quand tu dis qu'à 10 ans, tu voulais faire de l'informatique déjà. Ouais. Moi, ce qui me fascinait, c'était quand dans les films, je voyais qu'il décodait un code. C'est quelqu'un qui est sur un ordinateur et finalement, il arrive à déchiffrer le truc et il rentre dans le système. C'est ça, les hackers. Voilà, ça m'impressionnait, mais je ne me suis jamais dit par contre que ça serait mon boulot. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, avec le digital, je me rapproche un petit peu de ça. Bien sûr, tu t'en rapproches, mais on a des rêves quand on est enfant et c'est merveilleux de pouvoir en réaliser quelques-uns. Ravie que tu sois proche, en tout cas, de l'informatique, très très proche. Oui. Tu en as fait. Et donc, tu as créé cette école, d'ailleurs, Envie. Oui, qui est ma 4e entreprise. Qui est ta 4e entreprise. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler très rapidement des autres, des trois précédentes? Alors, les précédentes étaient toutes autour de l'e-commerce et de la transformation numérique des entreprises. J'ai fait une première boîte qui était un site de cashback, début des années 2000. C'était tout neuf, le cashback. J'achète en ligne, je gagne non pas des points, mais du cash. Parce que je me disais que ça va être un super moyen d'encourager les Français à acheter en ligne. Et puis, j'avais vu ça aux États-Unis. Là, on se parle de 1900... Oui, j'ai lancé en 2003, ma première 2003, boîte. 2003, ok. Donc ça, c'est ma première boîte que j'ai revendue 6 ans après. Après, je suis passée sur le B2B. Okay. Ma deuxième boîte s'appelait Malinea et elle faisait des stratégies social media, puis fabriquait des sites e-commerce. Oui. À une époque où il n'y avait pas de... C'était le tout début. Hein. Et donc, j'avais plein de clients, des marques traditionnelles, des pure players. Et ça je l'ai revendu à VP. Et après, je suis partie aux États-Unis et j'ai créé un observatoire sur la transformation numérique. Là, j'étais plutôt en freelance, tu vois, autant les précédentes entreprises. J'avais des salariés jusqu'à, 30, 40. Et puis, j'avais revendu... tout cela, alors que là, aux États-Unis, j'étais juste moi. D'accord, donc tu étais solopreneur. J'avais créé mon observatoire, comment se transforment les entreprises aux États-Unis, qu'est-ce qui fait qu'une boîte se réinvente plus vite qu'une autre, à quoi ça tient, est-ce que ça tient au mindset du dirigeant, à l'organisation, aux investissements, à l'écosystème. Donc, j'avais fait ma petite enquête. Et tout ça, je le partageais avec des entreprises françaises, des COMEX, quand je rentrais, jusqu'au jour où j'étais appelée par Renault pour rejoindre le board. Donc, j'ai fait 8 ans comme administratrice du groupe, alors que je ne conduis pas, je dois le préciser. Toujours pas ? L'humanité m'en est reconnaissante, voilà. Et donc, tout ça m'a menée à ma dernière entreprise que tu connais bien, qui est Envie, que j'ai créée, que j'ai cofondée il y a 3 ans, un peu plus maintenant, avec 2 amis très chers. Et c'est une école de vente. C'est une école de vente. Donc, c'est passé de l'école des entrepreneurs, des indépendants. Moi, je l'ai connu comme ça. Ouais, et puis, à école de vente. Mais oui, parce que en fait, c'est génial ce que tu évoques là, parce qu'on s'est effectivement repositionné il y a quelques mois. Je me suis rendu compte que
dans le paysage de l'accompagnement des entrepreneurs, ce qui faisait notre sel et notre spécificité, c'est qu'il faut toujours avoir un élément saillant dans son offre. Au fond, c'était la vente. Moi, ce que je sais bien faire et bien partager, c'est comment est-ce que tu vas chercher des clients, comment tu communiques bien. Et donc, ce savoir, on a rétréci la promesse à école des indépendants à la vente, on a qualifié ce que l'on partageait comme savoir-faire et on a élargi la cible puisqu'aujourd'hui, les indépendants, ça représente moins de la moitié de notre chiffre d'affaires et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des ETI, des grands comptes parce qu'ils ont tout autant, je ne sais pas si tu le ressens, mais besoin de muscler leur esprit de conquête, leur capacité à générer du chiffre autrement, à former commerçant. Oui, c'est ça, tu vois. Et donc, l'expertise, ça ne nourrit pas, même quand on est un grand groupe. Et puis, il faut toujours se remettre en question, aller chercher des business adjacents. Donc, on travaille avec les équipes RH, avec les sales, avec les managers, mais moi j'adore. Oui, et puis c'est un réseau incroyable, le réseau Envie. C'est sympa. Non, mais c'est surtout très efficace. Oui. Et je viens aussi je viens de comprendre que maintenant que vous êtes positionné école de la vente, que vous travaillez aussi avec des entreprises, et pas que des indépendants. Bien sûr. Oui, et donc, ça c'est un positionnement formidable. Assez récent. Et oui, donc on travaille avec BNP Paribas, avec L'Oréal, avec des ETI qui font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires comme IAD Group, qui est un groupe immobilier, avec des Big Four, avec Renault. Enfin, c'est génial. C'est incroyable parce que je me rends compte d'une chose, c'est que quelle que soit la taille de ton entreprise, qu'elle soit toute petite parce que tu es solo-entrepreneur ou bien un groupe coté de plus de 100 000 personnes, cette nécessité d'avoir en soi la niaque entrepreneuriale, cet état d'esprit d'audace, de conquête, ça aide dans l'environnement qui est le nôtre. Oui, tout à fait. On va parler un peu de connaissance de soi et d'introspection. Je suppose que c'est un travail que tu as déjà fait, que tu continues de faire. Je voulais savoir, en fait, pour un entrepreneur, est-ce que la connaissance de soi est primordiale ou est-ce que c'est bien de se connaître, mais c'est pas forcément indispensable? Quel est ton avis là-dessus? J'ai changé d'avis là-dessus. J'ai longtemps considéré que c'était superflu. D'accord. Pour deux raisons, en fait. Une, c'était, je me disais... Je pensais bien me connaître, tu vois, aussi bien mes travers que mes qualités, et que c'était une espèce de spéléologie un peu inutile, quoi. Il y a d'autres priorités, en fait, et peut-être les autres plutôt que moi, tu vois. Et puis, moi, tu sais, ma foi a une grande place dans ma vie, et donc je voyais pas bien l'intérêt de faire cette spéléologie sans une présence aimante. Tu vois, comme je voyais pas bien l'intérêt de la méditation, je vois pas très bien l'intérêt. En fait, je trouve ça vide. Et moi, le silence, il est habité par Dieu. Donc, je trouvais ça, pour toutes ces raisons, je voyais pas bien l'intérêt. J'ai compris que j'étais un piètre manager. En fait, j'embarque les gens à l'énergie, par l'exemplarité. Si tu travailles avec moi, tu peux me copier sur certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui ont bossé avec moi, qui sont devenus entrepreneurs ou qui ont été recrutés chez Google à des grands postes. Enfin, c'est génial. Oui. Mais je réalise aujourd'hui que je ne suis pas un bon manager. Et je pense que c'est parce que je ne me connais pas assez. Tu vois. Et du coup, à la faveur d'événements personnels pas forcément très heureux, j'ai été amenée à avoir une psy. Et je réalise à quel point c'est contre nature pour moi d'aller comme ça à l'intérieur et pourquoi je fais ci et pourquoi je fonctionne comme ça. Ça me coûte beaucoup parce que ça me fait partir dans le passé alors que je suis quelqu'un profondément ancré dans le présent. Mais pour autant, j'ai l'impression que ça m'aide à prendre de meilleures décisions. Ça m'aide à être plus à l'écoute, ce qui n'était pas du tout ma grande qualité. Donc oui, j'ai découvert très tardivement qu'il fallait se connaître et je développe une nouvelle passion pour ce sujet. Toi, tu en connais plus que moi. Merci de te confier comme ça parce qu'avec cette humilité de nous expliquer ton parcours là-dessus, c'est presque touchant. Ouais, mais chouette. Et donc, ça veut dire que tu as fait des choix professionnels sans forcément, en tout cas entrepreneurial, sans forcément te dire ça correspond à qui je suis, à ce qui m'anime
à l'intérieur. Non, parce que je crois profondément en notre capacité d'action. Oui, toi, tu es vraiment dans le mouvement. Et je me dis toujours, si mon choix n'est pas bon, rien n'est irréversible. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oui. Je vais prendre une voie. Si les indicateurs sont plutôt au rouge pour plein de raisons extrinsèques, intrinsèques, ben je change de voie. Mais oui. Pas très grave, non, en fait. Je suis d'accord. Rien n'est grave. Aussi, oui. Rien n'est grave. Ça, c'est un peu ma phrase fétiche. Donc, j'ai fait des choix... j'ai fait beaucoup de bons choix, j'ai fait beaucoup de mauvais choix, mais au fond, c'est moi. Tu as fait des choix à l'instinct ou intuitif ou c'est quoi ton mode de... J'aimerais comprendre ce qui en toi, en fait, te fait partir vers un projet. Eh bien, il y a probablement de l'intuition, mais il y a aussi beaucoup d'analyse. Oui. Tu sais, ce qui fait qu'un projet marche, c'est qu'il répond mieux qu'un autre aux besoins des clients. Donc, chaque projet vers lequel je suis allée, j'ai regardé qui étaient les clients, j'ai regardé quels étaient leurs besoins, est-ce que c'était un besoin adressé ou pas adressé ou mal adressé, est-ce qu'il restait une brèche pour que je m'y mette ? Oui. Parce que s'il y a déjà des millions de gens qui font ce boulot, y aller, pourquoi pas, hein, mais tu as sacrément intérêt à avoir quelque chose de différent, parce que sinon, je vois pas pourquoi là, on te donnerait l'argent à toi et pas aux autres. Et donc, si et une fois que tu as identifié tout ça, donc c'est ça qui m'anime dans un projet, c'est de comprendre, enfin tu le sais, hein, tu connais Envie, c'est quelle est ma cible, quel est son besoin, et moi, quelle est ma capacité à y répondre. Dans tout ce que je sais faire aujourd'hui, dans la somme de mes compétences et de mes relations, à moi et plus d'autres, à quel pourcentage on est capable de répondre aux besoins du projet. Et s'il y a un modèle économique, ben on fonce. Oui. Donc là aussi, c'est un choix hyper ancré. Tu disais que tu es quelqu'un d'ancré. C'est rationnel et c'est ancré. C'est bien aussi de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus, depuis le Covid, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas en amont analysé le marché, savoir comment ils vont générer des revenus. Et moi, je connais vraiment pas mal de personnes qui se sont retrouvées en situation de précarité parce qu'ils ont voulu développer un projet de cœur. C'est fou parce que tu vois, je parlais à Go Entrepreneur il y a quelque temps avec une jeune femme, elle me disait mais moi j'ai un projet d'impact et je lui disais c'est super mais comment vous gagnez de l'argent ? Elle me regardait en me disant non mais attendez madame, gagner de l'argent c'est pas mon sujet, moi je fais de l'impact. Je dis mais vous avez gagné au loto ? Non, parce que c'est bien l'impact, mais je pense que ce qui est manger, important, quoi. Je veux dire, il faut se nourrir. Non, mais très basiquement, tu vois. Donc, c'est quand même... la liberté d'entreprendre, c'est celle de travailler 20 heures sur 24 sans gagner d'argent, si on n'a pas des fondamentaux solides. Donc c'est ça la vocation d'Envie aussi, et tu le sais, c'est comment je t'aide à ne pas aller dans le mur. Et ça, pour le coup, des projets, c'est l'avantage de mon grand âge, c'est que j'en ai vu plein. Et entre les qualités personnelles de la personne, du porteur ou de la porteuse de projet, son environnement, ses ressources, sa confiance, et puis après les éléments tangibles de sa boîte, je pense pouvoir aujourd'hui dire, sans trop me tromper, si ça va dans la bonne direction ou la mauvaise. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais pour la personne. Je suis personne pour te dire t'es pas fait pour ça. Est-ce que c'est le bon moment pour toi ? Et surtout, est-ce que la façon dont ça s'emmanche, ça va vers quelque chose qui peut marcher ou pas ? Si tu n'as pas la bonne cible ou tu la connais pas très bien, bon. Si c'est une cible qui n'a pas d'argent, bon. Si ton offre, elle n'a rien de distinctif, non. Si ton pricing est trop bas, ça veut dire qu'il va falloir faire trop de clients pour arriver à ton chiffre. Tu n'as pas calculé tes objectifs. Il y a quand même un certain nombre d'indicateurs. Si tu les as cochés... il y a plutôt des chances pour que ça marche, ton projet. Et c'est ça qu'on fait chez Envie. C'est ce que vous faites chez Envie. Et on peut y aller à tout moment aussi. Parce que... Mais venez, on vous accueille comme des rois et des reines. C'est vrai qu'on peut se dire, je sais pas, il y a des gens qui peuvent se dire, je sais pas, j'ai 55 ans, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, j'ai pas forcément besoin d'aller dans une école de vente, mais si, bien sûr. Fait, finalement... Si ça roule et que les clients tombent du ciel, ne viens pas, sûr. Mais c'est vrai que... Si en revanche, tu t'interroges sur la transformation de ton marché, l'impact de l'IA sur ton marché et sur ton offre, sur la transformation des besoins de tes clients. Est-ce que ton prix est le bon ? Peut-être que tu veux juste accélérer ou tu veux pivoter. Et ça, si tu n'as pas un ping-pong intellectuel avec lequel tu te frottes, parce que c'est que dans les frottements qu'on innove. Quand on est tout seul dans sa roue de hamster, on est souvent d'accord avec soi-même. Mais alors que quelqu'un qui vient un peu t'aiguillonner, c'est bon ça. C'est toujours bon en fait. Carrément. Et là, en plus, non seulement il y a l'équipe Envie, mais il y a aussi tous les autres autour, en fait, toute la communauté. Tous les entrepreneurs de tous les secteurs, de toutes les régions. Et puis, il y a plutôt un
un bon état d'esprit, de partage en fait. Donc ça, j'espère qu'on le gardera à mesure qu'on va grandir. Car on va grandir, c'est le but. Mais oui, mais moi, j'ai aucun doute que ça va se maintenir parce que je pense que c'est ça qui fait l'âme aussi d'envie. Bon, allez, j'arrête de parler d'envie, sinon on va... chance, pardon, messieurs, dames. On va me dire, mais l'émission, l'épisode est sponsorisé par Envie. Ah bah, je vois. Alors, on va parler de joie. On est sur Murmure de joie. Ça, c'est bien. Ça, c'est mon Alors, sujet. Catherine, je t'ai invitée parce que pour moi, tu évoques vraiment la joie. En fait, tu es hyper lumineuse, tu es souriante. Non, mais c'est vrai. On fait comme on a dit, Bintou, pour le chèque. Et je suis pas du tout payée. Mais non, je plaisante. Et voilà, tu vois, donc je tenais vraiment à t'avoir sur ce podcast. Et j'aimerais savoir quelle est la place de la joie dans ta vie. Et elle est où ta joie? Cette question qui paraît futile, mais j'aimerais savoir où est ta joie. C'est mon deuxième prénom, la joie. Non, mais tu sais, j'ai lu un livre un jour qui m'a beaucoup marqué, qui disait, si tu prends un pot de peinture noire et que tu le jettes en l'air, la peinture va retomber et elle ne va pas colorer l'air. Et j'ai l'impression que l'adversité et les épreuves de ma vie, c'est un peu comme cette peinture et moi, je serai l'air. C'est-à-dire que la peinture noire est là, elle est, et les choses moches me touchent et j'ai plein d'épreuves dans ma vie, comme tout le monde, comme toi, comme nous tous. Mais ça ne vient jamais entamer ma joie profonde. Ou alors jamais durablement. C'est fou. Et je sais pas, c'est là. Ça se génère, ça se génère, c'est une sorte de puissance de vie, probablement, tu vois, c'est de la vitalité, et puis c'est une espèce d'espérance que rien ne, même le monde tout moche et les douleurs de nos vies ne viennent pas entamer, parce qu'au fond de moi, il y a vraiment cette invincibilité. Oui, c'est ça, on retombe sur cet extrait. Qu'est-ce qui te met le plus, qu'est-ce qui active le plus cette joie qui est en toi, à l'intérieur de toi? Et tout à l'heure, tu parlais de foi. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies la foi t'aide aussi à être dans cette joie intérieure, cette espérance Mais en fait, c'est pas ma foi qui m'aide, c'est que c'est mon moteur de joie. Tu vois, c'est qu'en fait, ce qui nourrit ma joie, c'est de me savoir infiniment aimer. C'est un truc de fou. Oui. C'est que... Par le plus grand. Ouais, le big boss, là-haut. Là-haut, et je me dis, dis donc, j'ai tellement de chance. C'est pas qu'il peut rien m'arriver, parce que si, il m'arrive des choses, mais je suis pas seule pour traverser les épreuves. Tu vois, et il y a des épreuves terribles qui se passent autour de moi, et il y a le scandale du mal, bien sûr, de la maladie, de la perte. Et j'ai pas d'explication à ça, mais je sais... Donc, vous voyez, ma foi, c'est pas que ça m'aide, c'est que c'est mon moteur de joie. C'est la source qui empêche mon cœur de sécher. C'est un truc de dingue, tu vois. Et j'aimerais témoigner, pardon, je suis désolée, on est en train de faire... Après Envie, on fait la pub de Dieu. Ah non, pas du tout. Alors là, on est complètement alignés. Mais c'est quelque chose... je le fais pas par prosélytisme, je veux convertir personne, mais je pense qu'il y a une aspiration à une vie intérieure en chacun de nous et à vivre quelque chose de plus grand que soi. Et que moi, j'ai trouvé cette lumière, tu vois. Et je la nourris parce que je prie beaucoup. Alors, si on va sur le registre des bondieuseries, on va y aller. Parce que c'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu la nourris, tu la cultives? Si oui, comment? Mais alors, je vais te dire, on est parti. Donc, déjà, tous les matins, quand je me réveille, je ne sais pas, toi, quel est ton rituel au moment où tu ouvres les yeux? Pour moi, d'abord, chaque matin, c'est comme... merci. Merci au boss. Ah ouais, tu vois, moi, chaque matin, c'est comme une nouvelle vie qui commence. Vraiment, c'est quelle que soit la difficulté de la veille ou de la nuit, le matin, c'est comme une vie entière. Et je me dis, tu as une vie entière pour tout reset à zéro. Donc, vas-y, profite. Tu vois, tu es en bonne santé, mais qu'est-ce que tu vas faire du trésor qui est entre tes mains aujourd'hui? Et donc, je commence par lire... un miracolo ogni giorno, c'est un miracle chaque jour. Je me fais la petite coquetterie de le lire en italien. Et c'est comme ça que j'ai appris l'italien, d'ailleurs. D'accord, à travers ce livre. C'est une newsletter quotidienne de Éric Sellerier, qui est en toutes les langues. Mais moi, tu peux la lire et l'écouter. Donc, je la lis en italien et je l'écoute. Ça fait genre 10 ans que je fais ça. Donc, adesso posso parlare italiano, alors que je ne l'ai jamais appris à l'école. C'est assez marrant. Donc, je lis ça. Et c'est des petits textes très courts, mais
Waouh, moi, ça me nourrit. Est-ce qu'il y en a un qui te vient ou pas ou... Non, mais ce sont des commentaires de l'Évangile. Oui. C'est un sujet sur si ta vie aujourd'hui est difficile et tu te dis, mais sérieux, quand est-ce que je vais sortir de cette lessiveuse? Il te sort une petite phrase et il prie avec toi. Il te dit merci d'exister. Enfin, waouh, moi, ça me fait du bien. Oui. Donc, je fais ça. Je lis Évangile au quotidien. Donc, c'est les textes du jour. Oui. Je lis 1 minute avec Marie. Donc, voilà. Et puis après, dans la journée, souvent, je prie, en fait. Quand j'attends le bus, avant une réunion, par exemple, tu vois, avant notre podcast, Oui. J'ai confié ce podcast. Non, mais tu vois, la fille, elle va vraiment finir. Je vais mal finir, moi. Non, pas du tout. Ça va mal finir, cette affaire. Mais ça a une grande place dans ma vie. Et ça fait que je pense que c'est vraiment ça, mon moteur de joie. Tu vois? Ton moteur de joie, c'est ta foi. Je me dis, mais la chance, quoi. Mais clairement. Mais pincez-moi. C'est vrai. Mais tu te rends compte de te dire, ce truc, il est là, en fait. Il coûte rien, tu vois. Non, surtout, mais en qui toi. est l'homme? Qui sommes-nous, petite chose, pour que celui qui est tout amour soit venu chez nous, ici, pour nous sauver? Enfin, je me dis, dis donc... C'est précieux la vie, hein. Voilà, donc ça me donne conscience de la valeur humaine que j'ai et que les autres ont. Oui. Tu vois, ça fait pas de moi une meilleure personne. Hein. Je suis pas une humaine exemplaire, hein, mais en tout cas, j'ai un modèle. Oui. Et quel modèle? Ouais. Et j'ai envie de parler aussi de joie, de satisfaction et de réussite parce que souvent dans le business, hein, ces trois sont souvent liés: joie, satisfaction, réussite. Est-ce que pour toi c'est la même chose ou quelle est la différence selon toi? Moi, c'est pas les mêmes registres en fait. La réussite, c'est très codifié socialement. Enfin, tu demandes à tout le monde, la réussite, c'est une belle voiture, de l'argent, un bel appartement. Donc, c'est plutôt des signes extérieurs de possession, mais on ne se limite pas à ce qu'on possède, à ce qu'on consomme. Donc, la réussite, pour moi, la réussite, c'est est-ce que je peux ne pas penser à combien il y a sur mon compte en banque. C'est pas un sujet, enfin, c'est un luxe, ça. C'est même plus que la réussite, c'est un luxe. Donc c'est plutôt une certaine, et sans aller trop loin, et c'est un certain confort matériel. La réussite, c'est ça pour moi. La satisfaction, c'est le plaisir que je tire de ce que je fais avec les autres, avec mon boulot, à mes clients contents, un truc que j'ai appris. Donc ça, c'est plutôt... le premier, c'était plutôt matériel. Là, pour moi, c'est plutôt intellectuel. Là, c'est une satisfaction. Ça descend un peu sur le cœur, mais je suis satisfaite parce que les chiffres sont bons, parce que voilà. Je comprends aussi que la connaissance, au sens large, hein, pas que... Alors, la connaissance, elle me procure plutôt de la joie. Tu vois, là, si je devais approfondir... Je te devance un peu, en fait, je vais du plus superficiel au plus profond. Plus profond, oui. La réussite, c'est superficiel, parce qu'en plus, elle peut tourner du jour au lendemain. Oui. Et puis, ce qu'on voit dans la réussite des autres sur les réseaux sociaux, c'est du vent, ce n'est pas vrai, c'est de la com. Et ça, il faut le savoir. Donc, mais ça donne signe extérieur de richesse. La satisfaction, c'est profondément habité du plaisir de rendre service à tes clients, le travail bien fait, tu as un objectif, tu l'as atteint, ça c'est satisfaisant. Mais la joie, c'est encore d'un autre registre, c'est beaucoup plus profond, c'est un truc qui t'habite au loin, indépendamment du succès ou de la satisfaction. Sans cause extérieure. Il n'y a pas de cause extérieure. C'est la différence entre l'espérance et l'espoir. Tu vois, l'espoir, c'est « Ah, je croise les doigts ». L'espérance, quoi qu'il arrive, je sais qu'on est sauvé. Et la joie de l'amitié, parce que je sais que tu travailles avec tes amis, notamment avec Karine et Charlotte. Chez Henri, Karine et Charlotte. Et donc, quelle est la place de l'amitié dans ta vie? Déjà, elle me supporte dans tous les sens du terme, mais merci les filles, merci. Non, parce que ça ne doit pas être simple de travailler avec moi, mais en tout cas, c'est un baume, l'amitié. C'est vraiment un baume de tous les jours. Et c'est le fait c'est un ami, c'est quelqu'un qui te connaît bien et qui t'aime quand même. Oui. Ça veut dire que tu connais ses travers, mais au final, tu as envie de faire le chemin avec parce que c'est quelqu'un qui compte pour toi. Oui, qui te prend avec toutes tes parts. Voilà, à qui tu peux tout dire. Et l'amitié, ça se rapproche de l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour ses enfants ou qu'on peut ressentir de Dieu. Donc c'est vraiment
c'est hyper puissant. Et donc, vous avez décidé toutes les trois de créer Envie. Comment c'est votre premier projet ensemble? C'est moi qui suis allée les chercher. Hein. D'accord. Et vous vous connaissez depuis longtemps? Je suis curieuse, oui, Catherine. Non, bien sûr. 18, 28, 38, 48, ça fait 35 ans que je connais Charlotte, puisqu'on était en Hippocagne ensemble, on étudiait après le bac. Et on s'est rencontrés et on ne s'est pas quittés. Enfin, si, à un moment, quand on est habité l'une et l'autre à l'étranger, mais on a toujours été amis. Mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et Karine, je l'ai rencontrée il y a 10 ans à New York. On travaillait ensemble. On organisait un gros événement sur le Win Forum, un événement sur les femmes leaders, les femmes entrepreneurs. Un truc de fou. J'arrive à New York et... Enfin, les Américains t'ont pas attendu quand même. Ils ont un peu... Tu vois, ils avaient tout fait. Ils avaient un peu d'avance sur nous à l'époque, encore. Et c'était l'époque où il faisait bon vivre aux États-Unis. Et en fait, je m'étais dit, à Paris, j'avais organisé un événement sur les femmes. Et là, je m'étais dit, je vais faire la même chose à New York. Et donc, j'ai regardé, mais toujours la même histoire. J'ai regardé qu'est-ce qui se faisait en matière d'événements sur les femmes. Et je me suis rendu compte que c'était très vertical. Les femmes dans la pub, les femmes dans la finance, les femmes dans je sais pas quoi. Et moi, je me suis dit, je vais faire un truc transverse et avec des hommes. On n'est pas dans c'est pas un entre-soi qui est au fond pas toujours qui fait pas toujours grandir, mais je veux un truc ouvert et qui rend tout le monde meilleur. Et donc on s'est mis à créer ça à deux avec Karine et on l'a fait pendant 5 ans et il y avait 1000 personnes à New York avec des sponsors de dingue, des speakers de dingue. Mais Karine, cette femme n'est pas humaine, hein. Je pense elles sont 10 à l'intérieur, hein. Ah oui, il y a 10 personnes chez Karine. Ouais. Alors, on arrive presque à la fin de l'épisode, de notre conversation. J'ai encore quelques petites questions à te poser. S'il y avait 3 mots-clés qui définissent ton chemin de vie, ça serait... on en a parlé. Il y a Dieu, c'est sûr. Je coche la case. Dieu. Il y a entrepreneur. Ça me caractérise bien, hein, le fait d'entreprendre sa vie, en fait, de piloter sa vie à défaut de sa voiture. Oui, donc entrepreneur vraiment au sens large. Oui, entreprenant, quoi, plutôt, tu vois. Donc, ça peut être action ou entrepreneur. Acteur de sa vie. Voilà, action, entrepreneur. Et puis après, c'est probablement joie, joie, énergie. Ce sont les 2 faces d'une même pièce chez moi. Oui. Super. J'avais pensé à action quand je préparais l'épisode. Je me suis dit, je pense que action et joie, ça va probablement ressortir. C'est ça. En tout cas, c'est ça. Et donc, Dieu, action, voilà, et joie. Voilà. Mais c'est pas mal comme trio. N'est-ce pas? Oui, je m'y reconnais bien. Là. Je suis chez moi là-dedans. On est dans quelque chose de juste, là. C'est sûr. Et toi, c'est quoi tes 3 mots? Je ne m'attendais pas à cette question. Joie, forcément. Joie, mouvement. Et amour. Oh, c'est beau. C'est des... What else, je veux dire, à un moment... Et pour moi, la joie et le mouvement vont ensemble, en fait. Ouais, mais moi, Dieu et la joie vont ensemble, entreprendre et la joie vont ensemble. En fait, c'est vrai qu'il y a une cohérence au bout d'un moment, quoi qu'on fasse. Parce que si on est trop écartelé, tu sais... Moi, je ne fais pas de yoga, je ne sais pas si tu en fais, mais j'ai découvert que quand tu fais un mouvement... genre le guerrier assis, je sais plus quoi, à droite, il faut le faire à gauche, toujours. C'est toujours très équilibré. Et donc, je pense qu'il faut arriver à trouver ce stretch, tu vois, même que la balance. À mesure que le monde va vers l'IA et qu'on est tous habités d'IA, il faut aussi remettre le poids du corps sur l'esprit critique, l'humain, la nuance. La nuance, comment je nourris mon esprit critique, tu vois. Moi, ça, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le jugement? Enfin, il faut donner des cours de philo aux enfants, quoi. En fait, oui. Donc, il y a les cours, tu parles de cours de philo aux enfants. Tu sais, il y a la Fondation Sève qui donne des cours de philo aux enfants, qui a été créée par Frédéric Lenoir. C'est génial. Et j'ai un projet, je t'en parlerai après aussi, qui est autour de ça, ce que tu dis, en fait, sur la réflexion philosophique. C'est génial. L'esprit critique, c'est effectivement la philo qui peut te la donner. Enfin, ça me rappelle, tu vois, la caverne de Platon avec la projection des ombres, là, nos petits cours de terminale. Oh, pardon. Pas de souci, ça fait partie du... ça fait partie du truc. Hein, on ne coupera pas, hein, on garde. Je vais dire que je la rappelle. Attends.
C'est génial parce que je suis... Tu sais, dans la vie, il faut demander. Oui. Si tu demandes rien, t'as rien. Non, mais c'est important de demander parce que, tu vois, on n'ose pas souvent demander. Je fais cette petite incise, mais je trouve que... Ouais. Non, mais on n'ose pas demander dans la vie parce qu'on a l'impression que ça nous dévalorise, qu'on est là à quémander comme une pauvresse. Mais en fait, d'abord, moi, j'ai appris que les gens sont beaucoup plus enclins à aider qu'on ne pense. Et que c'est hyper valorisant pour quelqu'un. Moi, quand quelqu'un vient me dire est-ce que tu pourrais aider ma fille, ou est-ce que tu peux, j'ai un conseil à te donner. Hier, il y a une Américaine que je n'avais pas vue depuis longtemps qui m'a envoyé un SMS en disant j'ai une décision importante à prendre. C'est une DRH d'un grand groupe aux États-Unis. Et est-ce que je peux t'en parler? J'ai trouvé ça vachement valorisant qu'elle me demande. Donc, évidemment, j'ai trouvé du temps pour elle. Donc, il faut demander parce que les gens ont envie d'aider. Tout n'est pas foutu, les amis. Oser demander de l'aide. Oui, c'est vrai que souvent, les gens ne demandent pas. Et puis, on n'est pas à l'abri que ça marche. Donc, moi, si je n'avais pas osé, là, si je m'étais tortillée pour cette salle, voilà, le Grand Prix de Paris serait... Voilà, donc, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va me dire. Et c'est quand? C'est en octobre. Oui. On n'a pas encore la date, mais justement, ça dépendra de la disponibilité de la salle et ça va être génial. Je suivrai ça de près. T'as intérêt. Donc là, on a parlé des 3 mots-clés qui guident ta vie. Donc, on a parlé de Dieu. Oui. On a parlé de l'action. Oui, et on a parlé de joie. Mais oui, on a tout dit. Maintenant, est-ce que tu peux nous conseiller un film à voir absolument? Ah, super. C'est un film de Capra qui s'appelle La vie est belle. Ah. C'est pas le Benigni, La vie est belle, hein. C'est un autre. C'est un film en noir et blanc que j'aime beaucoup, qui te plairait beaucoup si tu l'as pas vu. La vie est belle de Capra. D'accord. C'est un classique. Un homme qui, le soir de Noël, il a tout foiré et il a envie de se suicider. Et en fait, il se passe quelque chose et il y a un ange qui le sauve, et il voit sa vie, en fait, autrement. Tout ce qui... Si la vie n'avait pas suivi les chemins, tu sais, à chaque moment de ta vie, c'est droite ou gauche. Et puis, si sa vie avait suivi un autre chemin, en fait, tout autour de lui serait bien moins bien. Il réalise à quel point il a généré, sans le savoir, du bien autour de lui, du bon, du beau. Et donc, et tout ça le ramène au moment où il ne veut plus sauter. Donc, la vie est belle. Et c'est un super beau film que j'adore. Après, dans un autre registre, mais c'est parce que j'aime beaucoup Renoir, c'est La règle du jeu de Renoir, qui est un film aussi en noir et blanc sur les relations, enfin de caste entre l'aristocratie et les gens. Enfin, ça se passe dans l'entre-deux-guerres. Et c'est un drame social qui est assez édifiant sur la nature humaine. C'est pas drôle, on n'est pas dans la joie, mais c'est un chef-d'œuvre. La règle du jeu de Renoir. Ok, merci pour ces 2 recommandations. Et toi, ça serait quoi ton film? J'en ai pas. J'ai pas de film préféré. En fait, je suis très... Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour qui était mon écrivain préféré. Je l'ai dit, j'en ai pas. Tu vois, j'ai pas de préférence. J'ai pas ce sens un peu de fan de quelque chose. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que je tu es me très demande, curieuse. Parfois, je suis même un peu gênée parce que je me dis... En revanche, ce que tu peux te dire, c'est j'ai pas de préférence, mais en ce moment, c'est ce que j'aime. Alors, en ce moment, j'aime une série très futile qui s'appelle Virgin River. Je ne sais pas si tu connais. Non. Qui se regarde gentiment. C'est une histoire d'amour, voilà, au bord d'un lac. Voilà, donc... Non, mais j'adore. Et si tu avais une expérience à nous recommander, une expérience vraiment à vivre, ça peut être un voyage ou... Une expérience. Eh bien, ça ne te surprendra pas, c'est aller faire une retraite. Oui. Une retraite, tu vois, dans un lieu, même si on n'est pas religieux ou croyant, c'est une vraie expérience. Par exemple, tu pars 2 jours, donc c'est des retraites silencieuses. Hein. Souvent, c'est dans un couvent ou un bel endroit. Ça sonne maintenant, tout va bien. C'est vivant, ce podcast. Oui, c'est un podcast plein de vie et de bruit. Bon. Super. Donc une retraite, c'est un moment hors du temps où on se redécouvre soi-même dans le silence. Généralement, c'est un beau lieu. Tu entends des chants qui te transportent, même si ça veut... Encore une fois, c'est pas grave si tu n'as pas une vie intérieure, peu importe. Oui. C'est un moment... En fait, ça te remplit de quelque chose. Moi, je pense que c'est à vivre.
une retraite. Alors, pourquoi pas chez les frères Carme à Avon, à côté de Fontainebleau. Sinon, tu as aux îles de l'Érins, c'est au bord, au large de Nice, sur une île, c'est un truc de fou. Voilà. Tu as plein d'endroits, des abbayes incroyables dans la montagne. Moi, je pense qu'il faut faire au moins une petite retraite silencieuse. C'est un voyage au bout de soi-même, quoi. Okay. Et on se découvre qu'on n'est pas peut-être pas tout seul. Et donc, il faut partir seul, du coup, pour ce type de retraite. Non, mais moi, j'en ai fait avec Charlotte, des retraites. Oui, on peut partir j'en fais bientôt une, d'ailleurs. Je les rembarque, mes copines. J'aime bien ça, moi. C'est bien de... Les amis, c'est moi ce que j'adore, c'est de pouvoir à la fois faire la fête jusqu'au bout de la nuit, se marrer, puis aussi faire des retraites ensemble. Alors là, c'est complet, quoi. T'as coché toutes les cases. J'ai un livre d'ailleurs sur les lieux de retraite en France. Mais voilà. Il faut que je retrouve le nom, je vais mettre dans l'épisode. Mais mets-le. Tu parles de. Non, mais franchement, c'est déjà ça fait du bien de se couper du monde, de se couper du portable, pour se reconnecter à soi et puis on le mérite parce qu'on a une grande valeur. Eh bien, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Merci de nous avoir accueillis. Bravo, je t'applaudis. Moi aussi, je t'applaudis. Merci vraiment. C'était un bon moment. Je sais que tu as quelque chose de très important dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Et voilà, donc on va te laisser merci d'être venue, Bintou. Merci beaucoup. Catherine. Merci, Léo. C'est trop chouette. Merci, Léo.